Galilée observe à travers la lunette astronomique qu'il a lui-même perfectionnée le caractère accidenté de la surface lunaire, puis les phases de Vénus et les satellites de Jupiter. Le ciel n'apparaît plus comme la sphère parfaite, lisse et immuable à laquelle on a cru jusqu'alors. Le savant propose de renoncer à la distinction aristotélicienne entre le monde local, supposé imparfait et corruptible, et le monde lointain, supposé parfait et incorruptible, composé d'une quintessence inaltérable. Pour la première fois, le ciel et la terre se rejoignent dans l'esprit d'un homme. Il existe un univers et un seul. Quant à la Terre, elle n'est tout simplement plus le centre du monde, mais une planète tournant autour du Soleil, parmi d'autres, accompagnée elle aussi de lunes semblables à notre satellite. La suite de l'histoire est connue. Les démêlés du savant avec l'Église, son procès devant le Saint-Office en 1633, sa condamnation à abjurer ses opinions sur le mouvement de la Terre, la fin de ses jours vécus en reclus. Chacun se souvient surtout de l'enjeu des joutes finales. La raison contre la foi, le savoir contre le pouvoir institutionnel. Avec Galilée, s'est joué quelque chose comme la scène primitive de la science moderne, dont il est devenu le symbole dominant. Galilée a posé les bases théoriques et expérimentales de la science moderne. Sa façon de penser la nature a ouvert une brèche épistémologique extraordinairement féconde. Galilée découvre que pour connaître la nature en profondeur, il faut commencer par admettre le caractère inessentiel des qualités sensibles que possèdent les choses. Le bleu du ciel, le caractère serein ou menaçant d'un paysage, la suavité des odeurs, la poésie des ciels d'avril, la beauté des formes, toutes ces qualités ne constituent en définitive qu'une apparence. Elles ne sont pas dans les choses mêmes, mais seulement produites sous forme de sensations ou d'impressions par l'interaction que nous exerçons avec elles. Quand une plume me touche les narines, cela me titille, dit Galilée, mais cette titillation est toute en moi et non dans la plume. En revanche, continue Galilée, nous disposons pour ce qui concerne l'essence des choses d'un mode de connaissance capable de nous livrer des vérités rationnelles susceptibles de s'imposer à tout esprit. Ce mode de connaissance exact et idéal, ce ne sont ni les livres existants qui le prescrivent, ni les théories enseignées, ni l'observation du monde. Ce sont les mathématiques. C'est cette façon singulière d'envisager la nature qui va faire de la physique moderne une discipline capable de comprendre les phénomènes les plus intimes de l'univers et de conquérir des territoires qu'aucune autre démarche de connaissance n'avait même foulés et d'établir des résultats inédits. Cette mise en équation de la nature d'une incroyable audace a néanmoins son revers. Elle a constitué un aiguillage discret mais décisif dans la conscience occidentale, car c'est avec Galilée que la nature se sépare d'avec le reste. Le monde s'est comme dissocié. D'un côté, la nature, appréhendée sous le seul angle physico-mathématique, de l'autre, l'homme, renvoyé à lui-même, à la solitude de sa raison et de ses affects. Cette coupure constitue la grande originalité de la pensée occidentale moderne, sa singularité principale. C'est grâce à la séparation que nous avons installée entre nature et culture que notre science est devenue si efficace. Mais c'est à cause d'elle que la nature, finalement traitée comme si elle était à notre seule disposition, s'est peu à peu abîmée. Sans vergogne, nous l'avons marquée d'une empreinte irréversible, oubliant qu'elle était poreuse, réactive, fragile.